Choisir entre la pureté originelle ou la perfection de l'aboutissement ultime. Si la première version c'est la déclaration d'amour, peut-être que la dernière c'est une sorte de testament. Erwan, tu préfères tomber amoureux ou hériter du meilleur? Si je comprends bien, la question que tu me poses, c'est est-ce que, en termes automobilistiques, on ferait pas mieux parfois de se concentrer sur les versions de base d'une voiture plutôt que de se concentrer sur les versions ultimes ou suroptionnées? C'est ce que tu me dis. C'est une question que tu m'as fait me poser quand la semaine dernière tu as sorti ton essai de la Ferrari 308 GTB, puisque c'est la première d'une longue lignée, c'est la berlinette à moteur central à V8 atmosphérique chez Ferrari, qui s'est poursuivie dans les années 2000 avec la 458 spéciale. Exact. Certains choisiraient la sommité sportive qu'est la 458 dans sa version ultime, d'autres chavireraient pour le charme de la première version et à quel point elle engage dans tout ce qu'elle fait. C'est une vraie question. C'est une question qu'on peut poser même à deux étages. C'est une question qu'on peut poser selon les générations ou une question qu'on peut poser en réduisant l'entonnoir, en partant d'une même génération, mais partant par exemple du moteur de base jusqu'au moteur ou à la finition ultime. Ah oui. Donc on peut poser cette question-là à deux étages. Quoi qu'il en soit, je pense que là, ce qu'on se demande réellement, c'est y a-t-il des cas dans lesquels la dernière n'est pas forcément la meilleure? Alors, je pense qu'on va répondre à l'éléphant dans la pièce dès le début. On est bien conscient que dernièrement, les voitures modernes ont tendance à être moins bien à beaucoup d'égards, et principalement à l'égard des sensations, des émotions et de la pureté mécanique. En mettant des guillemets sur la pureté mécanique, évidemment, je ne veux pas dire que le mieux c'est de rouler en Caterham, mais voilà, le poids, les équipements, les écrans, tout ça fait que quand même les 5, 6, 7 dernières années commencent quand même à devenir un peu chiantes, pour le dire à demi-mot, mais le penser très fort. Donc, déjà, en termes de... Alors, les voitures selon les générations. J'ai envie de prendre des voitures hyper connues. Si on parle de BMW, ouais. Comme par hasard. Quelle est la meilleure M3? Oh là là. Oh là, allez. Le podcast va durer 4 heures. Je prévois que pour une fois, on va pas être d'accord, Erwan. Il y a de grandes chances. Ouais. Qui va commencer? Bon, écoute... Roulement de tambour. Il y a quelque chose qu'il faut dire sur la M3 E30. Et c'est ce qui caractérise souvent la première version, la genèse, l'intention brute de l'équipe de conception. C'est qu'on a souvent... Il y a une audace qui est présente dans le premier modèle qu'on ne retrouvera jamais par la suite. Et jamais plus que la M3 E30, parce que, regarde, quand elle est sortie en milieu des années 80, elle était contraire à toute logique commerciale. Parce qu'il y avait la E30, le sommet de la E30, c'était à 325i. Ouais. Donc on est sur un 6 cylindres en ligne de 2,5 litres. Et voilà qu'arrive le soi-disant haut de gamme qui s'appelait alors la M3, première du nom, équipé d'un petit 4 cylindres de 2,3 litres. Donc, et moi le premier, parce que je suis assez âgé pour m'être souvenu de sa sortie. Parce que quand elle est arrivée, j'avais 13 ans, moi. Et donc, je m'intéressais au sujet. Ouais, mine de rien. Je lisais les magazines de bagnole, je lisais les essais, et je me souviens de l'effet que ça m'a fait. Tiens, il y a comme un bourdonnement. Tu l'entends, toi? Ouais, je me suis posé la question. Ça fait comme un bruit de fond. On va essayer. Il m'a semblé l'entendre un moment. Oh, c'est pas très fort. Je me souviens de l'effet que ça m'a fait, parce que je me disais, mais elle fait une sonorité de merde, une sonorité de 4 cylindres. C'est moins noble, je comprends pas. J'ai compris plus tard. Parce que j'en ai eu non seulement une, mais 3. J'ai eu une M3 E30 complètement d'origine. J'en ai eu une modifiée à fond en spécification groupe A, c'est-à-dire la spécification ultime utilisée en rallye et sur circuit sur le bitume. J'ai eu aussi même la version cabriolet,
hérésie. C'était un placement financier que j'avais fait à une époque, et bien m'en a pris, j'ai fait du bénéfice dessus. C'est en partie pour moi cet élan contraire à toute logique commerciale qui fait sa pureté, parce que c'est l'expression built to race, allowed to drive, construit pour la course et permis pour la route. Ouais. Et voilà, on peut pas retrouver ça par la suite. Alors c'est hyper intéressant cette question de, j'y ai déjà pensé mais ça m'avait pas traversé l'esprit, cette question de volonté initiale. Tu as utilisé un autre mot, mais d'intention. D'intention, ouais. D'intention dans une première voiture. Et finalement, quand effectivement tu te places dans ce prisme-là, tu te dis, bon, l'intention de la M3E30, c'était d'être une voiture d'homologation. Ouais. Grosso modo. Enfin, c'est pas grosso modo, c'est d'être une voiture d'homologation. Et ensuite, c'est rigolo, du coup, de regarder les générations de M3 se développer. La E36 avec le 6 cylindres 3 litres, puis 3 litres 2, la E46 avec ce fameux moteur S54 fantastique. Et ensuite le passage au V8, le passage au turbo, le passage à plus de turbo, et aux évolutions selon les époques, selon la demande, selon ce qui se faisait potentiellement de mieux, selon les essais certainement des constructeurs de faire des trucs un peu nouveaux. C'est rigolo de se placer sous ce prisme-là, et quand tu vois quand même l'évolution ne serait-ce que de la taille et des performances de la voiture, tu te dis qu'aujourd'hui, la voiture la plus proche d'être une M3, d'être la descendante de la M3, c'est la M2. Ouais. Mais alors, j'ai vachement de mal à répondre à la question de laquelle est la meilleure. Je pense que celle qui m'a le plus marqué, c'est la E46. Et particulièrement, alors c'est marrant parce que je ne suis pas un grand fan, étonnamment, de la E46 entre guillemets normale. En revanche, je voue un culte à sa version ultime qu'est la CSL. Donc la version, c'est un peu la CSL, c'est ce qu'est la GT3 RS à la Porsche 911 quoi. C'est la version allégée. Donc là CSL, on est dans les années 2000. Ouais, années 2000, coupé sport lightweight, donc allégée, plus de 100 kg, plus légère, une admission en carbone qui faisait un bruit absolument démoniaque. Ouais. Et pourtant, étonnamment d'ailleurs, une boîte semi-automatique. Et quand on dit semi-automatique, c'est que c'est vraiment un fonctionnement de boîte manuelle sur laquelle ils ont mis une espèce de cerveau tronique, un calculateur qui fait passer les vitesses. Et ça a été beaucoup critiqué à l'époque, mais à l'époque c'était plus rapide, finalement. C'était plus rapide que des passages de vitesse manuels. Et moi, pour cette raison, pour le bond technologique et le bond en émotion que propose cette voiture, et cette espèce de pic ultime de la performance liée au plaisir de conduite, pour moi c'est la E46 et la version CSL. Mais pourtant je suis pas hyper fan de la version E46 normale, que je trouve déjà assez bourgeoise finalement. Et j'aurais presque une préférence dans la conduite pour la E36 parce que je la trouve un peu plus brute, notamment au niveau du moteur. Pareil. Mais je dirais quand même E46. Et j'avoue quand même beaucoup aimé la génération F pour son côté explosif, pour son côté bad boy, pour son côté trop performant. Donc là on est passé à l'ère du 600 lignes turbo compressé. Ouais, exactement. Parce que j'avoue que j'aime bien quoi. C'est un peu une voiture de hooligan quoi. C'est une voiture extrêmement performante, extrêmement puissante, mais on s'éloigne quand même d'une certaine pureté de conduite, ça c'est certain. J'ai beaucoup d'affection pour le V8 Atmo de la génération M3 E90. J'en ai déjà eu une. C'est un V8 atmosphérique de 4 litres qui prend 8400 tours. Ouais, quasiment. C'est un truc de ouf. La raison pour laquelle je ne peux pas les lire, c'est qu'à mon sens, elle aurait dû avoir un badge M5 sur le coffre, du moins dans sa version berline, parce qu'elle a existé en 4 portes berline. Et là, c'était la M5 parfaite. Parce que c'est une voiture qui est assez grosse, qui n'est pas très agile, qui n'a pas beaucoup de feedback, de sensations dans le volant. Donc c'est pour ça qu'elle ne peut pas gagner pour moi. Ben, je suis assez d'accord. Pour moi, la M3 E92, c'est la représentation de l'embourgeoisement général de l'automobile, de sport, en tout cas
pour faire pour être moins dans les grandes phrases de la M3, parce que pour avoir roulé pas mal de temps avec une M3 92 boîte automatique, donc DKG, enfin double embrayage plus exactement, vu que DKG veut dire Doppelkupplung en allemand, et ben une M3 92 d'origine, bon, c'est quand même c'est lourd quoi. C'est lourd, c'est un peu pâteau. Et on le sent, Ah ouais, on le sent dans les virages. La voiture, elle s'écrase de l'avant, de l'arrière. Alors c'est une voiture qui a un équilibre et une facilité de conduire assez fantastique, qui est une drifteuse née, qui a un moteur incroyable. Mais j'ai trouvé ça trop bourgeois. En fait, c'est presque tellement confortable qu'on en oublie que c'est un peu une M3 quoi. Bah voilà. Et c'est une super voiture, hein, objectivement, mais c'est moins mon truc. On est assez raccord. Je vais faire une toute petite parenthèse parce que je m'aperçois que j'ai totalement oublié d'expliquer pourquoi la M3E30 est sortie avec un petit 4 cylindres alors qu'ils avaient un 600 lignes. Bah, il y avait 2 raisons. D'abord, le centrage des masses, évidemment, favorise, surtout en rallye, l'agilité. Et ensuite, avec un vilebrequin plus court, le moteur pouvait prendre des régimes bien plus élevés. Dans sa version finale en compétition, le moteur prenait 9000 tours et sortait 380 chevaux. On n'en aurait pas fait autant avec le M20, donc le 600 lignes de l'époque. Parce que le vilebrequin aurait commencé à se vriller. Ah oui ? Ouais. Ah ouais. Marrant. Si on reste dans la catégorisation des générations de voitures, en fait, les exemples, ils sont multiples. Les exemples la dernière n'est pas forcément la meilleure. Ouais. Je crois qu'on va être obligé de parler de MX-5 Mazda. Ouais, bah bien sûr. Parce que... D'ailleurs, je pense à un truc. Parce que dans la chronologie des choses, là, vous ne le savez pas, mais on enregistre le podcast que vous avez écouté la semaine dernière et le podcast que vous écoutez aujourd'hui d'affilée. Et je me rends compte, et j'anticipe les commentaires, que dans les voitures abordables, nous n'avons pas parlé de la MX-5. Ah oui. J'y pense d'un coup. Pardon, c'était pas volontaire. Et pourtant, MX-5, c'est toujours la réponse. Bah, c'est la réponse à quasiment tout. Mais pour revenir, donc pardon pour ça, ça m'a échappé. MX-5, il y a grand débat sur Internet, dans les forums, dans les vidéos YouTube. Certains ne jurent que par la première du genre, la NA, avec ses 940 kilos, et bien sûr ses petits phares pop-up, tellement emblématiques du genre. Qui lui donne beaucoup de charme. C'est clairement l'intention la plus pure, la première. Maintenant, indéniablement, si on regarde la dernière, la ND, objectivement, le progrès est indéniable. Eh ben ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que on parlait d'intention de voiture initiale tout à l'heure. Mettons l'intention de la M3E30. Je pense qu'on peut clairement dire que l'intention de la lignée des M3 a largement évolué avec le temps. Ouais. Quand tu vois aujourd'hui une M3 G80, donc les dernières, à part le badge, c'est un peu compliqué de voir une lignée avec la M3E30. En revanche, la MX-5, quelle que soit la génération, l'intention est toujours la même. Oui. Et strictement la même. Elle n'est pas beaucoup plus grosse, elle n'est pas beaucoup plus lourde. D'ailleurs, c'est une voiture qui doit emmerder beaucoup d'équipes d'ingénierie et de produits automobiles, parce que ceux qui essayent de dire qu'aujourd'hui on n'a pas le choix que de sortir des voitures grosses et lourdes, eh ben quelqu'un peut toujours leur répliquer, Mazda avec la MX-5, la ND, la dernière du nom, elle n'est pas grosse, elle n'est pas lourde, désolé les mecs. Pourtant, elle est confortable, elle est évoluée, elle répond à toutes les normes, donc c'est faisable. C'est moi où il y a pas un bruit dans le fond encore hein J'entends un tout petit bruit. Il est parti là. Ah, il est parti, ouais. Décidément. Les gremlins. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est vrai que la Mazda MX-5, pour ça, c'est étonnant. Et alors, pour avoir essayé toutes les générations, c'est difficile de répondre à laquelle est la mieux. Est-ce que tu peux répondre laquelle est la moins bien pour au moins en éliminer une? Eh ben, même ça, j'ai un peu du mal à... Alors, je trouve que c'est difficile.
Je trouve que je me dis que celle qui a peut-être le physique le plus tranchant, c'est la NC, donc la 3e génération, qui est toute ronde là, qui est un peu bizarre, qui est une voiture d'ailleurs qui, par rapport à la précédente, a quand même beaucoup grossi, qui est plus longue, plus large, plus lourde. Il y a eu quand même, mine de rien, un véritable changement. Oui, parce que la ND a ensuite rétréci. Oui, exactement. Et ça c'est marrant d'ailleurs. La ND a rétréci à tous les niveaux, sauf en poids probablement. Mais en taille je crois même pas en poids. Je crois qu'elle a perdu du poids. C'est fou ça. Ou alors elle est pas plus lourde en tout cas, ça c'est sûr. Ou alors elle est pas plus lourde. Je dirais que la NC a peut-être ce badge de physique un peu disgracieux. La NA, donc la première, donc évidemment pour ceux qui veulent un moyen mémotechnique, les 4 générations sont dans l'ordre alphabétique. Oui. A, B, C, D. La NA aura toujours cette cote d'amour qu'on lui attribuera de voitures en fait, si on doit associer une phrase à la MX5, c'est le plaisir de conduire. Voilà, c'est la simplicité. Donc la NA aura toujours cette cote d'amour. La NB a, je pense, peut-être moins d'aura, clairement, mais c'est une jolie voiture. Voiture très sympa à conduire d'ailleurs, comme toute la MX5. La NC arrivait avec des puissances plus importantes quand même, notamment la version performance avec ses 160 chevaux, son autobloquant. Une voiture, c'est d'ailleurs, je pense, une des premières voitures de sport que j'ai conduite, la MX5 NC. J'avais un copain qui en avait une. Et tiens, d'ailleurs, j'ai une histoire avec ça. Je la raconterai peut-être tout à l'heure. Mais ouais, et ensuite, c'est vrai que moi, la ND, j'adore cette caisse. Et quand on voit le nombre de MX5 ND qu'on voit sur les routes aujourd'hui... On en voit partout, Il y en a partout. Ouais. Absolument partout. Et on voit, ça c'est pareil, on voit tout le monde dedans. Oui. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des chefs d'entreprise, des jeunes qui se font plaisir, des gens qui veulent un petit truc sympa. C'est assez universel la MX5. C'est vraiment un... Et d'ailleurs, je sais pas s'il y a beaucoup de voitures qui ont cette universalité dans le monde de la voiture sportive. Il doit pas y en avoir beaucoup. Ben là, comme ça, j'en ai pas 50 qui me viennent en tête. J'aurais dit qu'on peut écarter la NB, sauf si on n'a pas les moyens d'une autre. Parce que la NB, c'est celle qui cote le moins. Parce qu'elle n'a pas, elle a pas le... Bah, tu l'as dit tout à l'heure, elle n'a pas la cote d'amour. Parce qu'à mon sens, c'est un peu comme une NA... mais en moins charmant. Donc la seule raison qu'on aurait pour la choisir, c'est que si on n'a pas les moyens d'une autre. Ouais, alors il y a une version de la NB que j'aime beaucoup, c'est celle qui est verte avec l'intérieur beige et le volant en bois là. Sympa. Et la capote beige. On en voit parfois et j'ai toujours trouvé ça très joli. Accessoirement, ça je regardais beaucoup ça à l'époque, il y a beaucoup d'Anglais et d'Américains qui ont mis des compresseurs sur des NB, et je crois que ça fonctionne extrêmement bien. Et tu peux sortir 200 chevaux d'une NB et je pense que c'est très rigolo. Je pense que ça doit aller mieux qu'un turbo parce que ça respecte plus le feeling du produit d'origine. Je pense, ça fait un feeling de gros atmos et je pense que avoir ce feeling de poussée un peu permanente du compresseur, plus du bruit du compresseur, qui est quand même un des bruits les plus géniaux de l'automobile. Une sorte de sifflement strident. Ouais. Et je pense que ça lui va très bien. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai essayé une MX5 NA turbo sur ma chaîne. Donc une voiture qui faisait 180 chevaux, 170, 160, dans ces eaux-là. Donc c'était une version 110 chevaux qui a été turbalisée. Prépa super bien faite. C'est une voiture américaine d'origine qui a été importée. Et c'était quand même vachement marrant. Ouais. C'est-à-dire que c'était vraiment... C'est la voiture, tu t'assieds dedans, tu conduis fort, quoi. Tu t'es à la limite, t'envoies la caisse, tu drifts, tu sors, tu machin. C'est vraiment très très marrant comme voiture. Sympa. C'est assez... Ouais, j'ai beaucoup aimé. On va être obligé, Erwan, de parler de Porsche 911. Bah oui, vous voyez bien qu'on essaie d'éviter le sujet depuis le début. Mais malheureusement, de toute façon, dans ce podcast, c'est la base. On peut difficilement passer plus de 5 minutes sans prononcer BMW et difficilement plus de 10 minutes sans prononcer Porsche. Ouais. Il y a plusieurs repères marquants. Bon, évidemment, la première, la 911 2 litres, sortie en 64, qui pesait moins de 1000 kilos
et qui a une pureté aujourd'hui qui est remarquable. Il y a un autre jalon qui est important, c'est l'audace de la 911 RS 2 litres 7 sortie en 73. C'est un peu comme la M3 E30 dans le sens où c'était une voiture d'homologation pour la compétition. Porsche devait en vendre 500. Et à l'époque, ils n'y croyaient pas. Ils se disaient, on n'y arrivera jamais. Parce que sur le papier, à l'époque, c'était invendable. Faut imaginer que dans les années 70, proposer un truc qui est plus bruyant, qui est plus dur, qui coûte plus cher, ça paraît un non-sens. Elle était pionnière. Ça n'existait pas, cette approche. Et pourtant, les 500 qu'ils devaient vendre, ils les ont vendus avant même la fin du salon automobile dans lequel le modèle était présenté. Donc c'était le début d'une longue tendance de proposer des voitures plus hardcore, dépouillées, moins équipées, mais pour plus cher. Ouais, ça c'est vrai que c'est assez fou. Et d'ailleurs, effectivement, aujourd'hui, la tendance, je fais une aparté, vous aimez bien les apartés. Oui. La tendance a toujours été, on va dire, des voitures sportives et des voitures allégées, comme par exemple la 2 litres 7 RS ou n'importe quelle voiture RS chez Porsche, a toujours été de proposer une voiture allégée avec moins d'options plus performantes pour plus cher. Et l'une des seules, je dis l'une des seules, parce que je sais pas si c'est la seule, mais je pense que c'est la seule. La tienne. Ah, ouais. Exactement, tu vois où je veux en venir. Et la seule dont c'est l'inverse a été la 968 Club Sport, qui, à une époque où Porsche était quand même sacrément dans la mouise parce qu'ils vendaient pas une caisse, oui, parce que il y avait plein d'éléments qui faisaient que Porsche tirait un peu la tronche, et la 968 CS a été sortie parce que la 968 normale était la concurrente de la série 3 E36, en l'occurrence de la M3 E36. La Porsche était chère avec seulement un 4 cylindres, était une voiture très optionnée. Et donc, pour booster les ventes, ils ont sorti la Club Sport, qui était une version aujourd'hui qu'on verra comme plus sportive, mais qui à l'époque était vendue d'abord comme une version dépouillée. Elle était moins chère. Exactement, elle était moins chère. Et donc, ils avaient fait ça pour rebooster, et au final, c'était une version moins chère qu'on pouvait avoir sans aucune option. Et on pouvait, en revanche, quand même, mettre toutes les options qu'on voulait. Donc c'est comme ça que aujourd'hui, on voit des 968 Club Sport avec des configurations. Il y a une myriade de configurations différentes de 968 Club Sport, parce qu'il y a des mecs qui ont pris 968 Club Sport sans option, sans rien. Il n'y a pas de clim, les sièges, pas de siège arrière, pas de cache-coffre, rien dedans, les vitres manuelles. Il y a des 968 CS comme la première que j'ai eue avec aucune option à part le toit ouvrant, je sais pas pourquoi. Et il y a des 968 CS qui, au contraire, étaient suroptionnés, avec parfois même des intérieurs en cuir, la clim, les vitres électriques et trucs comme ça. Donc en fait, rien qui change par rapport à une 968 normale. Et t'en as aussi eu d'autres où ils ont mis les baquets, l'arceau, des trucs comme ça. Donc voilà, ça me fait penser à ça. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que toi, t'as pris le prisme de la Porsche 911 par justement cette comparaison générationnelle. Moi, si je devais attaquer le prisme de la 911 en se posant justement cette question de est-ce que c'est toujours la plus comment dire, la plus chère de la gamme, la mieux, eh ben moi je vais plutôt me concentrer là-dessus. Parce que le truc, c'est que la Porsche 911, contrairement à la M3, bon, même si tu as eu des petites versions dans chaque génération, je sais pas, prenons par exemple la M3 E30, tu as eu la E30, tu as eu la E30 Evo, tu as eu la E30 Evo 2, donc des petites évolutions, mais ça n'a jamais été des évolutions au sein d'une même gamme qui ont été aussi éloignées que la Porsche 911, où tu peux avoir la Carrera et la GT2. Oui. Tu vois, t'as une largeur de gamme chez Porsche qui est absolument hallucinante. Et là où je pense, et même au milieu de cette largeur de gamme, je pense qu'on peut couper déjà le truc en deux, en gardant d'un côté ce qu'on va appeler les produits GT, donc du département GT, GT2, GT3, GT4, GT3 RS, GT4 RS, tout ce que vous voulez, et on va dire les voitures de la gamme normale, c'est-à-dire de la Carrera à la GTS. Alors la gamme GT, elle est arrivée avec la génération 996 en 99, et la question que Erwan pose pourrait se poser même dans les générations antérieures, c'est-à-dire les 911 refroidis par air.
Oui, non, mais absolument. Et alors, effectivement, j'ai failli te reprendre sur le nom de la gamme GT parce que j'ai pensé tout de suite à la 993 GT. Ah, bien vu. L'ancêtre de la GT2. Ouais. Et parce que, effectivement, même la 993 et la 964 n'avaient pas cette appellation de GT quelque chose RS. C'était juste des RS, des range ports. Mais on va dire que quand je mets de côté les produits GT, je mets de côté les RS, enfin voilà, tout ce qui a vraiment cette voiture allégée, ultra performante, etc. Mais si on se concentre déjà sur, on va dire, la gamme normale, allez, pour prendre quelque chose de relativement, je pense, simple et visuel par tout le monde, prenons par exemple la 996. 996, voiture quand même relativement accessible, encore à ce jour comme la 911 la plus accessible, qui existe quand même dans beaucoup de versions différentes. Alors dans la gamme normale, je comprends aussi la turbo. Et oui. Même si on est vraiment sur le haut du haut de gamme. Ah mais il faut l'intégrer. Mais il faut, parce que ça fait partie de la gamme normale. On n'est pas dans les produits vraiment du département, on va dire sport, quoi. Et c'est fou parce que on va dire que je pense que l'approche de 95% de la population, c'est de se dire, bon, la Carrera, il n'y a pas d'option, il n'y a pas de moteur, on laisse. La Carrera S, déjà un peu plus de sportivité. La Carrera 4S, plus de sécurité. Je pense que dans l'imaginaire, on va dire large, c'est comme ça qu'on voit les voitures. Il n'y a qu'à voir en général qui conduit des 997 4S. Et c'est pas pour décrier qui que ce soit, mais c'est généralement des gens qui vont chercher une certaine sécurité dans la voiture de sport. Quand tu vas ensuite vers une GTS, alors qui n'existe pas en génération 996, mais qui va exister en génération 997. Pardon pour les... je sais que c'est pas facile de s'y retrouver dans ces générations-là, donc j'essaie de faire un truc pédagogique. Mais la GTS, ça va être un produit qui va se rapprocher des produits GT, justement, donc ça va être un entre-deux, donc ça va être une voiture normale optionnée avec les options sport qui vont la sportifier au maximum. Et ensuite, tu as la Turbo S, qui vont être déjà, en termes de performance, un autre niveau par rapport au moteur atmosphérique. Et évidemment, parce qu'il faut... C'est compliqué Porsche, parce que maintenant, dans les dernières versions, tous les moteurs sont turbo, donc il faut s'y retrouver aussi. Mais c'est un peu un truc sans fin, mais en vrai, c'est super intéressant. Parce que souvent, les versions de base sont décriées. Très souvent. La Carrera, c'est qu'une Carrera. Tu sais, si tu vas dire à tes potes que tu as acheté une caisse, tu as envie de dire, j'ai la Carrera S, X51, échappement sport, machin. Si tu dis que tu as une Carrera, c'est comme dire que tu as un Boxster, même pas S, quoi. Oui, c'est comme de prononcer au monde que tu n'avais pas les moyens de te payer mieux. Exactement. Et ça, c'est fou, parce que là, on touche à une crise d'ego qui est terriblement mal placée, parce que le fond de la vérité est que, si on s'y intéresse un peu, c'est pas parce qu'il y a plus que c'est mieux. Et ça, c'est un vrai truc. Ta 996, c'est une Carrera. Eh ben grave. Less is more. Et je vais aller plus loin. Exactement. Il y a plusieurs interrupteurs sont remplacés dans le tableau de bord par des, je sais pas comment on dit en français, les switch blanks, les espèces de caches qui signifient que tu aurais pu, si tu avais eu les moyens, prendre des options de plus, mais tu les as pas. Eh ben moi, j'aime bien avoir des switch blanks comme ça, qui me signifient que j'ai une version allégée, plus pure, plus simple, dans laquelle j'ai juste à me concentrer sur l'acte de conduite et pas de distraction. Je crois que j'y pense que ça me fait marrer, je crois que la pire expression de ces, justement, de tous ces boutons qui parfois sont vides parce que t'as pas d'option, c'est les Panamera et les Cayenne. Parce que tu sais, t'as une console centrale de 50 cm qui est remplie de boutons, et moins t'as d'options, plus t'as de boutons vides, et une Panamera ou un Cayenne sans option, t'as une rangée de boutons avec rien, et c'est super drôle. C'est ça. Il y a un côté un peu honteux quand tu regardes ta console centrale, tu dis ah merde. Non, il faut voir qu'une 996 en version de base C2, c'est plus léger, figurez-vous, que son ancêtre refroidi par air, la 993 Carrera 2. Pas beaucoup de gens le savent. Et on le sent au volant.
c'est une voiture qui est agile, qui est étonnamment analogique à conduire, surtout que dans sa version de premier millésime, on a encore un accélérateur à câble, donc on est bien connecté au moteur, sans interférence électronique. Et ouais, j'ai déjà eu la chance d'avoir un modèle soi-disant préférable. Erwan en parlait, j'ai déjà eu une 996 Turbo S. Donc là, on est sur le vrai haut du panier de la version grande série. Eh ben non, je préfère la version C2 qui pendant longtemps m'a pas intéressé parce que je suis tombé dans ce snobisme consistant à penser que la version de base c'est pour ceux qui peuvent pas se payer mieux. C'est une vraie erreur. C'est une vraie erreur et une erreur qui est terrible et je pense que ma première révélation de cette vérité, c'est le jour où j'ai essayé une Porsche donc 911 type 991, donc début 2010, ouais. 2010 à 2015 à peu près, 15 je crois, en version Carrera, donc moteur atmosphérique, première phase. Faut savoir que dans cette génération de Porsche 991, donc phase 1, la Carrera est équipée d'un flat 6 3 litres 4, et la Carrera S et 4S et GTS sont équipés d'un flat 6 3 litres 8. T'as 50 chevaux de différence entre la Carrera et la Carrera S. Et j'ai essayé cette voiture, une 911 Carrera, qui était très bien optionnée. Elle avait le cuir étendu, donc le cuir sur le tableau de bord, sur le haut des contreportes. Elle avait les sièges Sport Plus, donc ceux qui vont envelopper un peu plus les épaules. Des bonnes options. L'échappement sport, évidemment. Toujours avoir un échappement qui fait du bruit, c'est très important. Non, mais même sans le dire ironiquement... non, mais je dis ça parce qu'un jour, un jour j'ai essayé une 93 sans échappement, ça faisait aucun son et ça valait 80 000 balles. Et je me suis dit, mais quelle arnaque quoi. Donc je reviens sur ma 91. J'essaie la voiture, boîte PDK. La vidéo est toujours sur ma chaîne évidemment. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi t'as besoin de plus ? Je me suis dit, quelle différence vont faire tes 50 chevaux ? Quelle différence, à part sur le prix, va donner ton badge S, puisque finalement j'ai les mêmes options. J'ai une voiture qui est fondamentalement aussi bien et en fait, il n'y a aucune différence, à part 10 000 euros de moins, pour le même plaisir. Et du coup, j'ai commencé à investiguer ça. Investigate ? Oui, investiguer, ça se dit. Oui, si, investiguer en français. Et je me suis dit, tiens, je vais aller essayer un Boxster de base. Tiens, je vais aller essayer un Cayman de base. Et au final, j'ai essayé pas mal de, entre guillemets, ce qu'on appelle des Porsche de base. Et le constat était systématiquement le même. La voiture de base, bien optionnée, est souvent meilleure que la version plus, aussi optionnée, ou parfois moins bien optionnée, parce que tu vas payer un peu plus cher pour le moteur et finalement pas avoir toutes les bonnes options. Ouais. Je me suis posé pile... Pardon, je t'ai coupé ? Non, j'étais en train de... Je me suis posé pile cette question sous un autre angle. Quand j'ai acheté récemment ma 996 C2, donc version 3 litres 4 de base, je me suis posé la question parce que j'avais pas encore fait refaire le roulement IMS, ce fameux roulement intermédiaire qui fait que s'il pète, et statistiquement il peut péter, c'est moteur cassé et on a une réfection moteur à la clé. Et je me suis imaginé dans ce scénario, je me suis dit, si mon moteur pète, est-ce que je vais me payer le kit où on peut majorer la cylindrée jusqu'à 3 litres 7 en partant du 3 litres 4 ? Et la conclusion, Erwan, c'est non. J'ai pas envie d'avoir plus que mes 300 chevaux parce que je perdrais en cravachabilité. En fait, cette C2, 3 litres 4, 300 chevaux, mais c'est parfait l'équilibre. Elle pèse 1 tonne 270, 300 chevaux, il y a du couple, elle monte en régime, mais il n'y a juste pas besoin de plus de moteur. Et si on en a plus, on va devoir se maîtriser, se discipliner davantage. On ne pourra pas s'abandonner autant à l'acte de conduite. Donc ce serait un pas en arrière d'avoir plus. Absolument. Et pour moi, la meilleure expression justement du moins c'est mieux, c'est la gamme GTS chez Porsche, donc qui est une gamme plus récente qui vient à partir de la 997 et qui est en fait un pack d'options qui va comprendre une augmentation de la puissance légère, un pack intérieur qu'on va appeler un pack intérieur GTS, donc généralement il y a de l'Alcantara,
Il y a de l'Alcantara sur la bande centrale, et on va avoir des options, par exemple le châssis sport, l'échappement sport, donc le châssis sport un peu plus ferme, un peu plus rabaissé, et les versions GTS des Porsche, que ce soit d'ailleurs 911 comme Boxster Cayman, sont très désirables. Parce que c'est l'accès juste avant la GT3 ou le GT4. C'est super désirable. Et pourtant, alors évidemment, il y a un truc qui est cool sur le GTS, c'est vrai, il faut le dire. T'as un côté esthétique aussi. Généralement, tu vas avoir un habillage extérieur, des jupes, des appendices, des trucs comme ça, des éléments de carrosserie qui vont faire que tu vas distinguer le GTS. Des jantes avec roue centrale aussi. Par exemple. Alors ça, j'avoue que c'est quand même très très cool. Mais, le pack GTS, comme je l'ai dit, est un pack d'options. C'est-à-dire que tu peux avoir une voiture qui va avoir les mêmes options, par exemple, de châssis et de moteur et de performance générale que ta GTS, avec une voiture qui n'en est pas une. Et donc finalement, avoir quasiment le même plaisir de conduite. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où aussi on se rend compte à quel point la gamme Porsche est complexe. La gamme Porsche est complexe parce que Porsche essaie de remplir chaque trou possible pour que tout le monde trouve quelque chose qui lui convienne directement sans réfléchir. J'exagère un peu, mais c'est quand même un peu ça. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, parce que le but, forcément, d'une entreprise, ça va être de vendre des trucs et de gagner plus d'argent. Donc ils vont toujours mettre plus pour jouer avec ce côté un peu égo, alors qu'en fait, quand tu fais des calculs un peu savants, tu te rends compte que tu peux avoir mieux pour moins bien. Après, il y a toujours le gars qui va dire « Ouais, mais moi, je veux une GTS. » Prends une GTS. C'est pas ce qu'on dit. Mais cet exemple, il s'est... ouais, bien vu. Il s'est matérialisé tellement de fois dans tellement d'essais que, particulièrement chez Porsche, c'est hyper... c'est ultra vrai. C'était vrai pour cette 911 phase 1, c'est vrai pour la 96, c'est vrai pour la 93, c'est vrai pour quasiment toutes les 911. Les versions de base sont souvent les mieux à conduire. Oui. Il y a un truc qui m'avait marqué avec la 993 que j'ai déjà eu en C2 cabriolet, c'est le privilège de conduire l'ultime évolution de la lignée refroidie par air, parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que cette voiture, il y a eu 31 ans d'évolution, parce qu'elle est sortie en 95, ça fait 31 ans d'évolution, et j'avais l'impression de conduire une sorte de resto mode usine, parce que Porsche avait pris le concept d'origine de la 911 et l'a fait évoluer pendant ces 31 ans pour arriver à un aboutissement, à un sommet ultime qu'on retrouve parfois chez les restomodeurs où on achète une bagnole qui est profondément modernisée et modifiée et on va payer ça souvent à le demi-million, voire parfois le million chez certains. Et là en plus, c'est un resto mode mais qui est d'usine, donc encore mieux. J'ai trouvé ça top. Non mais absolument. Et tu vois par exemple, alors je vais penser à une personne qui me dirait ouais mais par exemple prenons l'exemple de la meilleure 911 moderne pour moi qui est la 991 phase 1 dont je parlais juste avant. Pourquoi c'est la meilleure pour moi? Parce que tu as le moteur Atmo. Après tu passes au moteur biturbo que j'aime pas du tout. Quelqu'un pourra dire ouais mais le truc c'est qu'avec la GTS par exemple tu as le pack extérieur avec justement les appendices aérodynamiques, les jupes un peu plus sportives, etc. Sauf que quand tu cherches un peu bien, ça s'appelle le kit sport design. Le kit sport design, tu peux l'avoir sur une 911 de base. Les jantes à écrous centraux, crois-moi que quand tu as économisé 20 000 balles entre l'achat de ta Carrera S et l'achat de ta GTS, tu peux payer 3 000 balles pour les acheter, tes jantes à écrous centraux. Ça demande, en fait, ça demande un peu moins de paresse, en fait, d'aller chercher les bons trucs et même pour le rapprocher à de l'automobile plus on va dire classique. Quand tu regardes chez BMW encore la différence de motorisation entre une 318D série F et une 320D, c'est une reprog. C'est exactement le même moulin et donc tu veux économiser de l'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu veux acheter une série F d'occasion, tu vas regarder, plutôt qu'un 320D qui fait 190 chevaux,
tu vas regarder un 3 18D qui en fait 150, qui en réalité est suffisant, et tu vas chercher un 3 18D très optionné. Et ben ça te coûtera le même prix qu'un 3 20D avec pas trop d'options. Et donc tu auras la même bagnole en mieux pour moins cher. Et en fait finalement le but un peu de cette réflexion c'est d'aller chercher un peu plus loin que ce que le marketing nous raconte. Et c'est un peu, et pour moi c'est quelque chose de super important qui est pas assez mis en avant et qui est bon forcément toujours poussé par la course à toujours plus. Ouais. Il y a une bagnole, on va parler italienne maintenant. Vas-y. Il y a une bagnole dont l'évolution a fait passer le modèle de quelque chose qui ne faisait aucun effet, c'était bof, à une intense désirabilité. Je devais l'avoir, et d'ailleurs je l'ai plus tard, j'ai eu la chance de l'acheter. C'est la lignée Testarossa. Alors là, ça a fait couler beaucoup d'encre, parce que le passage de la Testarossa vers la 512 TR, il y a eu tout un tas de choses de modifiées jusqu'à l'implantation du moteur qui a été poussé plus vers le centre, rabaissé pour le centre de gravité. Les composants intérieurs au moteur ont été modifiés. Il y a des bielles en titane, par exemple. Les jantes sont passées de quoi? Ça devait être du 16 pouces à du 18 pouces. Les pneumatiques n'avaient plus rien à voir. La direction n'a rien à voir. On est passé schématiquement de quelque chose qui est un camion rapide propulsé par un 12 cylindres à plat, à une GT sportive extrêmement capable. Et alors, par contre, la question qui se pose, c'est est-ce que l'ultime, qui est venue après, la F512M, alors elle a été beaucoup décriée pour son style questionnable. Elle a repris 4 phares ronds à la place des grilles, avec des jantes que beaucoup de personnes n'aiment pas. Alors moi j'aime bien, paradoxalement. Moi, j'aime bien. Ah, toi aussi? Ouais. Moi j'aime bien parce que Vas-y. je trouve que c'est très audacieux. C'est quelque chose une évolution que les Italiens arriveraient à faire passer. Parce qu'ils ont un sens du style inimitable. Si cette évolution elle avait été faite chez des Allemands, j'aurais pas perçu ça de la même façon. Ouais, je trouve qu'en fait déjà j'aime bien la 512M parce qu'elle est immédiatement reconnaissable. Ouais. Quand tu sais aussi la rareté de la voiture, ça rajoute quelque chose. Il y en a eu 500 et quelques, ouais. Ouais, c'est vraiment très très rare et c'est des voitures qui valent beaucoup d'argent. Oui. J'ai du mal à identifier ça. On a l'impression que c'est... Parce qu'en termes de design, déjà en termes de mise au point de la voiture, c'est un pas vers la modernité, c'est-à-dire que la voiture est encore mieux. Mais en termes de design, on a du mal à savoir si c'est un retour en arrière ou un pas en avant. Et t'as un espèce de truc, t'as un espèce de mix déjà entre l'avant et l'arrière où t'as l'impression que la voiture a été découpée en deux et que ça fait pas partie de la même caisse. C'est un peu ça. Et t'as un peu un espèce de truc... je sais pas, on dirait un peu un anachronisme la voiture et je trouve ça ouais, surprenant. Mais j'aime bien cette voiture. J'en ai jamais essayé. J'ai essayé une Testarossa, mais j'ai pas essayé de 512 TR ni de 512M. Bah moi c'est l'inverse. J'ai jamais essayé une Testarossa, mais de ce qu'on en entend, pas conseillé. Franchement, ça m'étonne pas. Ça m'en a pas laissé un grand souvenir, quoi. Vraiment, c'est un camion, quoi. C'est un camion, mais en fait le truc, c'est que c'est pareil. Il faut toujours comprendre l'intention de la voiture qui a été faite. On en parlait. En fait, la Testarossa, le truc, c'est que quand tu la vois, tu te dis waouh, c'est une supercar. En fait, quand tu la conduis, tu te dis en fait non, c'est une GT d'autoroute. C'est-à-dire que c'est fait pour rouler à 200 tout droit. C'est tout. Et c'est même pas fait pour se garer. Faut même pas essayer de se garer. Quand tu arrives en Testarossa, tu as une grande allée chez toi et tu t'arrêtes à un endroit puis elle reste là la voiture, mais tu ne te gares pas. À une 512 TR, on peut se faire plaisir sur des cols alpins, alors pas les plus étroits, parce que la voiture, elle fait genre 2 mètres de large, mais sur des larges cols alpins, c'est extrêmement compétent et plaisant. Je reviens sur notre histoire de voiture moins bien mais mieux. Il y a aussi moi un truc alors pas qui m'exaspère, mais qui est logique aussi. C'est que, tu vois, je vais te donner un cas concret. Hier, j'étais sur circuit, au circuit du Grand Sambuc, là, à côté de chez moi, et je croise
un abonné, Imran, que je salue, qui arrive avec sa Porsche Cayman S, génération 987. Donc la première génération du Cayman. Voiture superbement configurée, comme une GT3 RS, c'est-à-dire toute blanche, jante rouge, avec les décalcos Cayman rouge sur les côtés. Ah ouais. Hyper belle, trop belle la caisse. Aileron fixe, comme le Cayman R. À l'intérieur, il l'a acheté avec des baquets de 996 GT3. Donc déjà, je me dis incroyable. Ouais. Il a eu plusieurs voitures avant, dont plutôt des BMW, dont sa dernière sportive avant, c'était une M135i, une petite berline survitaminée. Il me dit, c'est vrai que... alors, quand même, Porsche Cayman S, 34 000 € pour 70 000 km. Quand même. Le plaisir, le rapport prix-plaisir incroyable de cette voiture, mais à parté. Donc, c'était sa première fois sur circuit. Moi, j'étais là en touriste, donc je me dis, je vais venir avec toi, puis je vais essayer de te coacher un peu. Je suis pas coach, mais je connais bien ce circuit, je connais bien cette voiture, je vais pouvoir te donner les bases. On part, etc. Il fait ses quelques tours, il me propose gentiment de prendre le volant, je prends la voiture. Bon, je conduis la voiture à des vitesses et à des niveaux de limite dans lesquels il n'a jamais vu sa voiture être mise. C'est-à-dire que j'y vais. Ouais. Et là, il me dit un truc que j'ai trouvé fantastique. Il me dit, ah la vache. Il me dit, tu vois, déjà, je pensais pas que ma voiture pouvait faire ça. Et ensuite, il me dit, je me tâtais pour passer à un Cayman GT4, donc à rajouter 60 000 € de budget. Ouais. Il me dit, mais d'un coup, quand je me rends compte que ma voiture peut faire ça, je me rends compte que je l'exploite pas du tout. Ouais. Et qu'en fait, avant de l'exploiter à fond, j'ai une marge de dingue. Et donc, mon point, l'argument du début, c'est de dire que moi, ça me frustre un peu de voir des mecs qui changent de modèle en se disant, je passe à plus puissant, à plus machin, alors qu'en réalité, ils utilisent la voiture à peut-être 70%. Et encore. T'es gentil. Je pense que pour la 911, on est plus à 60%. Mais, et du coup, c'est un peu ça aussi. Alors, du coup, le message, ça va être de exploiter vos caisses. Arrêtez de passer à plus puissant si vous n'êtes pas foutu d'aller faire un temps sur circuit. Non, j'exagère, je suis méchant. Mais il y a un peu de ça quand même. C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui me dit, je suis passé pour plus de puissance, mais qui sur sa voiture avant moins puissante n'a jamais déconnecté l'ESP, ça me fait doucement sourire, quoi. Ça, c'est un bon benchmark de déjà savoir rouler assez fort sans son ESP. Ouais, je pense. Je suis d'accord. Et ça veut pas dire de faire le hooligan et de se mettre dans le rouge. C'est pas du tout ça qu'on dit. C'est pas du tout ça qu'on dit. Mais que déjà, exploiter une voiture qui fait 300 chevaux, même vraiment exploiter une Porsche 996 qui fait 300 chevaux et de base, faut déjà y aller. Clairement. Il faut y aller. C'est un vrai outil. Ouais. Et alors évidemment, je vais mettre des guillemets un peu dans ce que je dis parce que nous, on est dans une logique d'exploitation de voiture, on est dans une logique de conduite un peu. Il y a des gens qui n'ont pas envie de conduire vite, et je les comprends, très bien. Chacun voit midi à sa porte. Mais en tout cas, on va dire pour les gens qui vont rechercher un peu d'utilisation et d'exploitation de la performance de vos voitures, pensez à ça, pensez à ce point de vue. Pensez au fait que tout de suite avoir 400 chevaux, si c'est pour faire la ligne droite et rouler ESP connecté, autant en avoir 300 et exploiter plus la voiture. Donc finalement, Alex, si on devait résumer cette thématique, c'est soyez curieux soyez curieux quant aux possibilités de plaisir de votre voiture à des prix ou des options moindres. Soyez curieux en essayant de sortir du marketing établi par les marques. Soyez aussi curieux et n'ayez pas peur d'avoir des voitures entre guillemets moins bien perçues, parce qu'au final, le seul connaisseur du plaisir de conduite que vous prenez au volant d'une voiture, c'est vous. Et pas Michel qui te dit qu'il a acheté la dernière Turbo S et donc que c'est mieux parce que toi tu roules en Boxster. C'est ça. Voilà. Ça c'est ma conclusion. Ça. On est d'accord. On passe aux news, Erwan. Passons aux news. Je suis ébloui par le soleil de Provence. J'ai déjà fait cette blague dans le dernier podcast, mais c'est vraiment vrai. C'est pas pour me la péter, mais j'habite en Provence et il fait beau. Voilà. La classe. News du jour, Alex. Ma news du jour, c'est
c'est une pensée à partager avec vous. Une pensée et une inquiétude montante sur l'actualité et l'avenir de l'automobile. Alors bizarrement, tu en as parlé de façon détournée au début de cet épisode, Erwan, mais c'est une pensée qui m'anime en ce moment parce que dans les années 90, par exemple, allez, j'avais la vingtaine. Figurez-vous, à l'époque, chaque nouvelle année, chaque nouveau modèle qui sortait était supérieur au modèle précédent, à la génération d'avant. Le désir montait crescendo. Je me souviens, à l'époque, je lisais beaucoup Evo Magazine, et avant ça, c'était son prédécesseur Performance Car en Angleterre, où j'habitais. Il y avait une excitation à chaque nouvelle sortie. Mais aujourd'hui, c'est tellement pas le cas. Aujourd'hui, on est en train d'empiler des systèmes. On a un surdimensionnement, un surpoids, des surcouches logicielles, des capteurs dans tous les sens, une complexité, des écrans larges, des modes à n'en plus finir, des gadgets, des voitures qui se mettent à jour comme si on conduisait à une sorte de smartphone géant. Les aides à la conduite, n'en parlons pas, qui sont déconnectables par la loi seulement en passant par 3 niveaux de sous-menus pour qu'on soit dissuadé à les désactiver, qui vont se réactiver dès qu'on coupe le contact. Donc il suffit de faire le plein et la configuration qu'on a mis, il faut tout remettre quand on remonte dans la voiture. Je pense qu'on va trouver des voitures où les gens laissent le contact, laissent le moteur tourner quand ils font leur plein parce qu'ils sont tellement saoulés. Sans parler du paysage routier qui est conquis par des petits SUV, crossovers dans tous les sens, avec chacun son échappement faux, son diffuseur faux à l'arrière, sa calandre géante à l'avant, une diversité mécanique. Alors c'est le moment de déprime, les gars. C'est le moment. Une diversité mécanique qui est en train de disparaître parce que on n'a plus que des moteurs de 500 cm3 par cylindre turbo-compressés. Il n'y a plus de variété parce qu'on a établi que c'est ça où est l'efficience énergétique maximum. On est en train de prêter le flanc avec l'électrification forcée à tuer l'industrie automobile européenne, parce que les Chinois font ça à minima aussi bien pour beaucoup moins cher. Et même les voitures électriques qui sont un peu innovantes et un peu excitantes, comme la Renault R5 par exemple. Mais vous avez vu la taille du truc ? Quand j'en vois une sur la route, ça me fait penser à la R5 des années 70 et je suis en déprime, moi. C'est un petit SUV crossover, la R5, aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Je vais appeler un psy, là, parce que ça... écoute, ça m'a... La question... Alors, vas-y, envoie la question. Je suis à 2 doigts de quitter le podcast. La question que j'ai envie de poser aux auditeurs et aux spectateurs, c'est qui d'entre vous achète aujourd'hui des voitures neuves ? J'aimerais véridiquement comprendre. J'aimerais que quelqu'un ou plusieurs personnes nous expliquent dans les commentaires c'est quoi l'intérêt. C'est vrai. Et c'est vrai ça. Ouais. Non mais c'est un... Alors, effectivement, c'est un vrai truc. Mais ça va aller jusqu'où ? Parce que à un moment, les gens vont se rendre compte qu'ils ne sont pas obligés d'acheter des voitures neuves, qu'ils peuvent acheter des voitures anciennes qui sont sous garantie, qui sont faiblement kilométrées, qui sont bien entretenues. Ou sinon, les mecs, dites-nous dans les commentaires pourquoi vous voulez une voiture neuve. Ouais, mais regarde, alors, je vais nuancer. Moi, je pense pas déjà qu'on pose la question à la bonne cible, parce que je pense qu'on pose la question à des gens qui, justement, connaissent. Mais je suis pas si sûr. Je pense qu'il y a des auditeurs et des spectateurs qui achètent des voitures neuves. Mais tu vois, regarde, je vais prendre 2 trucs. Cette histoire d'aide à la conduite. Donc les nouvelles normes européennes là, qui effectivement font que ta voiture elle bip de partout dès que tu dépasses la limitation. Tu as automatiquement l'assistant de maintien dans la voie là, qui va créer plus d'accidents d'ailleurs que de sauver de vie. Et moi j'ai discuté avec des gens, parce que moi j'arrive dans une voiture moderne, je désactive tout, c'est immédiat. Je peux pas avoir la voiture qui donne des... Je peux pas avoir des impulsions sur la direction sans que je les ai demandées. C'est pas possible. C'est hors de question. Je trouve ça dangereux. Mais j'ai entendu, en posant la question, pas mal de personnes qui s'intéressent pas à l'automobile, qui voient vraiment l'automobile comme un moyen de déplacement, ce que c'est à l'origine, qui trouvent ça bien, les aides. Qui trouvent ça sécurisant, qui trouvent ça cool, de la même manière que je pense, tu vois, alors je crois que l'âge moyen d'achat d'une voiture neuve en France est pas loin des 50 ans, je crois,
dans ces eaux-là à peu près. Déjà, tu te dis de toute manière, qui a les moyens d'acheter une voiture neuve aujourd'hui? Des gens qui ont au moins 50 ans, parce qu'en fait, t'achètes un Scénic optionné. On n'a même pas parlé du prix, c'est non, fou. mais ça vaut 50 000 balles, c'est infernal. Ouais. C'est pas possible. Donc déjà ça. Et ensuite, je pense que tu as toujours, quand tu t'y connais pas, cette assurance de la voiture neuve qui est une voiture sans problème. J'imagine. Alors on peut mettre ce qu'on imagine. Ouais. J'imagine, parce que moi, à titre perso, je vois pas pourquoi tu irais acheter une voiture neuve. Et en même temps, vu que j'ai acheté que des voitures d'occasion et que dans chaque voiture d'occasion, il y a des surprises, quand tu fais le comparatif, tu peux comprendre pourquoi tu achètes une voiture neuve. Oui, mais Erwan, t'achètes des bagnoles qui ont quasiment 30 ans, ou 30 ans révolus. Oui, non, mais bien sûr, c'est pour ça que je mets des nuances. On peut acheter une voiture qui a 10 ans et qui est faiblement kilométrée. Évidemment. Et qui est encore dans le réseau du constructeur même. Absolument. Non, mais je suis 100% d'accord. Mais pour revenir sur ce manque d'excitation, mais déjà le truc c'est que... Alors non, je vais revenir d'abord à la question de pourquoi on achète ça. Je pense que, en tout cas pour toutes les personnes que je connais qui aiment l'automobile, pas forcément en étant passionnés, mais qui apprécient l'automobile et qui ont acheté des voitures électriques, déjà il y a une question évidente fiscale, qui est évidente, parce que en fait au bout d'un moment... tous les mecs que je connais qui ont des voitures électriques, c'est que sur des boîtes, c'est que sur des sociétés, des Tesla, des machins, des trucs, parce que en fait, quand tu cumulais les aides gouvernementales, l'aide à l'achat, les machins, plus les prix très attractifs de certaines marques de voitures électriques, tu te retrouves avec des leasings sur ta société qui te coûtent 300 € par mois pour avoir une voiture qui, dans une utilisation normale du quotidien, fait à peu près tout ce que tu as envie et sans entretien, etc. Donc c'est très bien. Maintenant. Les voitures électriques sont quand même réservées à des gens qui peuvent les acheter en termes de finances, ou alors à des gens qui ont été forcés, entre guillemets, par des raisons fiscales. Mais le degré de désirabilité, après il y a aussi des milliers, voire des millions de personnes pour qui l'automobile c'est juste une charge, et en fait il faut faire au plus simple, quoi. C'est d'ailleurs, je pense, majoritairement le cas dans le pays et pour l'automobile en général. Mais... c'est si compliqué d'acheter une bagnole qui est dans le réseau garanti de la concession et qui a 7 ans d'âge, qui est faiblement kilométrée. C'est si compliqué, les gens? Moi, je pige pas. Non, c'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre aussi. Peut-être qu'en effet, ils aiment, comme tu dis, ces gadgets. Peut-être qu'ils aiment que leur voiture soit comme un smartphone géant, parce qu'ils aiment leur smartphone. Il y a plein de gens qui adorent. Hein. Bah ouais. Il y a plein de gens qui adorent. Je sais, j'ai plein de potes qui je me souviens, l'engouement de Tesla, à la base, ça part quand même de ça. Hein. Ouais, l'engouement de Tesla, ça part quand même d'avoir une voiture ultra technologique, moderne, etc. Et pour avoir utilisé des Tesla... force est de constater que c'est assez vrai. Il n'y a aucune voiture qui me dit autant que Tesla, ma voiture est un smartphone. Bah ouais. C'est la représentation ultime de la technologie facile. Et c'est vrai que tu t'assieds dans une Tesla, tout tombe sous la main, c'est facile, t'es pas embêté. Force est de reconnaître objectivement que oui, ça répond à la promesse. Donc, et il y a des gens qui aiment ça. Ouais. Cette question, je me la pose aussi sous le de comment développer ma chaîne YouTube, l'ingénieur décrypte. Et j'ai pris la décision de ne pas faire d'essai de voitures soit neuves, soit très modernes. Donc ça veut dire que je ne vais pas accepter d'éventuelles invitations de constructeurs, mais c'est quand même alarmant que je doive dire ça. Mais j'aurais jamais dit ça dans les années 90. Ça aurait été inimaginable d'avoir ce raisonnement à l'époque, dans les années 90. Ouais. Et pourtant, me voilà, passionné d'automobile, et j'ai pas envie d'être invité à essayer une Ferrari neuve. Mais c'est grave, non? Oui, mais je suis dans le même cas. Alors, tu vois, ça va compléter les news du jour, mais la semaine dernière, j'ai fait un tournage avec une voiture électrique. Alors, ça m'arrive pas souvent. Mais j'ai été essayer la nouvelle Mazda 6e. Donc, c'est la berline, taille série 3, quoi. C'est entre la série 3 et la série 5, full électrique. Et la raison pour laquelle j'ai essayé cette voiture, c'est parce que je sais maintenant d'expérience, pour avoir essayé pas mal de voitures japonaises, ou asiatiques en général, mais surtout japonaises, qu'il y a
un équilibre dans les voitures japonaises que j'aime beaucoup. Un équilibre dans ce que va proposer la voiture. C'est que les voitures japonaises, on est toujours dans le juste milieu de tout. C'est rarement pas bien. Ouais. C'est même pas souvent pas bien. Ouais. C'est souvent très bien, mais c'est rarement trop. Tu vois, et quand je pense à trop, je vais penser par exemple à une marque qui a toujours été très avant-gardiste d'ailleurs quand tu regardes l'historique des voitures, mais par exemple Mercedes. Moi aujourd'hui, je ne peux plus m'asseoir dans une Mercedes moderne. C'est pas possible. Je ne peux pas. Ouais. C'est visuel, c'est physique, je ne peux pas. Ouais. Je sais pas, je pense, j'ai la EQS, l'espèce de grande berline un peu ultra luxe avec des écrans partout. C'est pas compliqué. La console centrale, de la porte gauche à la porte droite, c'est un écran, le bordel. Ouais. Je ne peux pas. C'est pas possible. Les éclairages d'ambiance, on dirait une sorte de boîte de nuit berlinoise. C'est pas possible. Et la Mazda 6e, parce que en vrai, je suis quand même passionné d'automobile et parfois je suis quand même curieux d'essayer des voitures, tu vois. Et j'ai essayé cette Mazda. Bon, au demeurant, c'est pas un truc passionnant, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à essayer cette voiture et à découvrir cette voiture dans l'équilibre qu'elle proposait. C'est-à-dire que l'intérieur est superbe. Il y avait un bel intérieur, c'est la finition la plus haut de gamme. C'est une voiture qui vaut un peu moins de 50 000 euros. T'avais de la suédine, t'avais du cuir, t'avais des assemblages de matériaux qui étaient vraiment visuellement très sympas. Vraiment une sensation. En plus, c'était un cuir une couleur un peu marron cognac. Donc moi j'aime bien. Extérieur rouge métallisé. Donc vraiment, t'es assis dans la bagnole, c'est bien. T'as une grande dalle centrale, comme à peu près toutes les voitures modernes de toute manière, mais qui est plutôt bien intégrée, qui est ergonomique. Comment dire, l'espace où tu as les compteurs qui maintenant est un petit écran est minimaliste, donc déjà tu as un écran central, pas plus, et en fait tu vois, et un truc aussi, donc déjà à l'intérieur tu t'y sens bien, tu te retrouves dans une voiture moderne mais qui fait pas trop, tu vois, c'est bien, c'est confortable, tout fonctionne bien, c'est très bien équipé. Et un truc que j'ai adoré, ça paraît bête mais je trouve ça vraiment pas bête quand on y pense, c'est que la voiture est proposée en deux puissances différentes, 245 et 258 chevaux. Alors, aujourd'hui, n'importe quelle voiture électrique fait au minimum 500 chevaux. Soyons honnêtes, ça ne sert à rien. Ouais. Ça ne sert à rien. Parce que 250 chevaux en électrique, c'est largement suffisant pour arriver en sécurité à 130 km/h à partir de 0 km/h en 6 secondes. Voilà, c'est largement suffisant. Même quand tu es à 130, tu as encore de la patate pour accélérer, tu pas besoin de plus. Bah d'autant en fait, parce que tu as le couple max qui est accessible dès 0 tour. C'est instantané. Et donc, tu vois, j'ai conduit cette voiture et j'ai été très agréablement surpris par l'équilibre général de cette voiture qui en propose finalement beaucoup sans en faire trop. Et du coup, la conclusion, pour revenir à ce que tu disais, c'était de me dire « Ah, mais il y a encore des gens qui ont la tête sur les épaules. » Et il y a encore des gens qui se disent que finalement, trop, en plus c'est dans le thème du podcast, c'est pas toujours mieux. Et qu'on ferait bien de se concentrer à continuer de perfectionner ce qui a déjà fonctionné, plutôt que d'être absolument constamment dans la surenchère absolue du truc, pour être toujours la dernière, la plus puissante, la plus technologique, c'est celle qui parle à Starlink en direct. Ouais. Arrêtez quoi, arrêtez, laissez-nous tranquilles et laissez-nous avoir juste des bonnes voitures sans avoir des trucs qui font trop. Et donc bref, voilà, tu vois, cette Mazda électrique, j'ai trouvé ça bien. Parce que je me suis dit, c'est une bonne voiture. Ouais. C'est pas un vaisseau spatial. Ouais, donc c'est intéressant, tu te tiens à la page des développements modernes, ce qui contribue à ta culture automobile finalement. Ouais. Oui, parce que finalement, quand je... alors, c'est sûr que je vais pas faire un essai de Mazda 6e avec la même passion que je vais faire un essai de Ferrari 308. On est bien d'accord. Mais ça serait même pas pertinent, parce que c'est pas une voiture passion. Mais non, c'est pas pertinent. Parce que de toute manière, je me forcerais, ça c'est la première chose. Bah oui. Et de deux, moi, ce qui va m'intéresser avec une caisse comme ça, c'est d'arriver avec un point de vue purement objectif de facilité d'utilisation. Et aujourd'hui, on est dans un extrême qui va à l'encontre de la logique et de la facilité d'utilisation. Oui. Moi, même chez BMW, qui est quand même une marque que j'adore, je ne supporte pas leur grande dalle là, avec 70 menus et sous-menus et sous-sous-menus pour aller allumer tes sièges chauffants. C'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Et c'est pas possible qu'il y ait un mec qui se soit dit, c'est une bonne idée, face à un bouton.
C'est pas possible. Je comprends C'est pas. étonnant. Hein. S'il y a quelqu'un qui pense que c'est une bonne idée, dites-nous, expliquez-nous dans les commentaires. Je comprends pas. Mm. Et la surenchère me fatigue en fait. Déjà qu'on est dans une société qui surenchérit tout sur tout, cette surenchère me fatigue. Et finalement, quand tu... Alors, je vais faire des rapprochements un peu pourris, mais mine de rien, je pense que c'est vrai. Quand tu compares la société japonaise avec les voitures qu'ils proposent, ben finalement, en fait, tout a du sens. C'est équilibré. Et du coup, c'est bien. Et en fait, on ne demande pas plus. Bon. Ça se défend, ouais. Voilà. T'avais une autre news, Erwan, avant qu'on passe aux questions en fait, non, parce que finalement, j'avais 2 news. J'avais l'essai de la Mazda et l'essai du Cayman, où je m'étais dit quand même, pour revenir dessus, donc le Cayman 987 que j'ai essayé sur piste hier, là. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est bien comme caisse pour ce prix. Ah, mais 35 000 €, flat 6 Atmo. Il y a tout. Il y a juste pas besoin de mieux. Enfin, mieux. C'est extraordinaire comme caisse. Ouais. Non mais sérieux, attends, ça freine, ça marche, ça chante. C'est génial en utilisation. La direction est sensuelle. Il y a un toucher de route de tout premier ordre. Ah, c'est fantastique comme caisse. Donc non, c'était mes news du jour et je... Ouais. Non, c'est bien. Ok. Bah, j'embraye avec une question. Vas-y. C'est François qui nous demande: bonjour à vous deux. Serait-il possible de donner des petits conseils sur les temps de chauffe, sur oui ou non on peut couper le contact directement après un roulage et pourquoi, le rodage de véhicules neufs, etc. Alors, je vais commencer. Tu vas commencer et tu vas conclure, je pense, parce que l'expert, c'est toi dans l'affaire. On va voir. Laisser une voiture déchauffée après un usage fort, c'est un peu ton rayon, notamment sur circuit. Oui, exact. Oui, c'est vrai. Il y a des petits conseils à donner là-dessus. Je pourrais intervenir sur ce rayon-là, c'est vrai. Alors, il est vrai que certaines voitures n'ont aucune jauge de température, même pas une jauge de température d'eau. Et je pense à mon ex BMW E87 130i, qui pourtant c'est supposé être une petite berline sportive, même pas de jauge de température d'eau. Alors pourtant c'est important. Alors je vais pas vous faire un laïus sur pourquoi il faut attendre que le moteur soit chaud avant de commencer à le cravacher. Écoutez, déjà il faut que l'huile soit suffisamment fluide pour qu'il y ait le film d'huile qui arrive entre les éléments mécaniques et qui fait que quand le moteur est chaud, en fait, il y a une usure qui est complètement négligeable. C'est pour ça, au passage, qu'une voiture fortement kilométrée qui a fait que des longs cours avec donc le moteur chaud et le film d'huile présent, en fait, le moteur ne sera pas usé. Oui. A contrario, quand le moteur est froid, alors, il y a une erreur que beaucoup de gens font. Les gens allument leur moteur et ils le laissent tourner voiture arrêtée au ralenti. Ça, c'est pas bon, ça. Ça semble être une bonne idée. Alors, c'est pas bon pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'il n'y a pas que le moteur qu'il faut faire chauffer, il y a aussi la transmission. Et évidemment, si la voiture est à l'arrêt, on ne fait pas chauffer la transmission. Et d'une. Mais de deux, le moteur non plus. Alors, c'est moins le cas sur les voitures modernes, mais c'est tout à fait le cas si on va sur des moteurs plus anciens. Je pense aux années 70-80. Avec les carbus, notamment. Et c'est l'arbre à cam, en fait. Parce que si vous imaginez un arbre à cam au ralenti, c'est-à-dire que l'inertie des lobes qui envoient les soupapes, en fait, les ressorts vont être appuyés avec leur force maximum au régime du ralenti. Et inversement, quand on commence à monter dans les régimes, comme le lobe d'arbre à cam jette la soupape contre le ressort, ça fait qu'un peu de la pression du ressort est prise par cette inertie de la soupape qui monte. Donc ce qu'on a retrouvé parfois sur, par exemple, une Miura, le V12 de la Miura, s'il passe trop de temps au ralenti, en fait l'arbre à cam va s'user trop. Donc, oui, on ne devine pas cet effet-là. Pour les nombreux possesseurs de Miura qui nous écoutent, attention à l'arbre à cam. C'était la semaine dernière l'épisode sur les petits budgets. Oui, non. Alors non, c'est moins le cas clairement sur les voitures modernes, donc faut pas non plus psychoter. Si jamais vous avez du temps à passer à sortir de votre parking avec le moteur au ralenti, c'est pas grave non plus. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut pas non plus se gêner de prendre la route directement. L'optimum, c'est juste de se mettre en marche, c'est d'utiliser
des régimes faibles évidemment, de 0 à 3000 tours. C'est d'utiliser des charges, c'est-à-dire des ouvertures d'accélérateur faibles aussi. Et le temps que ça va prendre, alors l'eau va monter très rapidement, mais c'est trompeur. Si vous avez qu'une jauge d'eau, regardez juste la jauge d'eau, c'est trompeur parce qu'il faut savoir que l'eau circule dans un circuit court initialement pour que l'eau chauffe très vite. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va apporter la chaleur dans le système de chauffage habitacle. Mais en fait, l'eau sera chaude, mais l'huile, pas du tout. Et c'est l'huile qui nous intéresse. Hélas, la jauge de température d'huile, elle est que présente sur les moteurs les plus sportifs. Donc, ce que je vais vous donner comme conseil, c'est d'oublier la jauge de température d'eau. Elle n'est pas signifiante. Passez à peu près 10 minutes, typiquement, à rouler à des régimes intermédiaires et des charges intermédiaires. Et au bout de 10 minutes, vous commencez à intensifier graduellement. Vous passez de 3000 tours à 4000 tours, vous prenez des charges un peu plus grandes, etc. Et au bout de 15 minutes typiquement, sauf si vous avez un moteur à très grande contenance d'huile, on va encore être sur les petits budgets là, comme une Countach ou une Testarossa, où là il y a une contenance d'huile qui est, je sais plus, mais genre 9 litres, un truc comme ça. Ouais. Donc ça met beaucoup plus... franchement, ma 512 TR, elle mettait une demi-heure à chauffer son huile. C'était un truc de barjo. Ah ouais? Ouais, mais typiquement c'est plus rapide, ça met 10-15 minutes. Et après, c'est pas tout les gars, ou les nanas aussi. Sur mon Alpina B10, j'ai la chance d'avoir une jauge de température d'huile de pont. Et donc, je peux me rendre compte à quel point la transmission, pas forcément la boîte de vitesse, parce que la boîte de vitesse, elle chauffe assez vite, elle touche le moteur, donc par conduction thermique, elle chauffe assez vite. Mais le pont, qui lui est dans l'air froid à l'arrière, bah, ça met bien 30 minutes à chauffer. Donc, ça veut dire qu'en pratique, quand le moteur est chaud, vous pouvez commencer à appuyer à fond sur les vitesses intermédiaires, sur 3e, 4e, 5e, pas de problème. Mais que pendant la première demi-heure, il ne faut pas trop tirer fort sur la première vitesse, parce que là, vous avez la démultiplication de couple qui est maximale et qui va mettre une grosse charge sur l'embrayage. Donc attendez une demi-heure avant de mettre une grosse charge, sur le pont. Et j'anticipe déjà une question, tu sais, il y a toujours cette histoire de moteur turbo, d'attendre un tout petit peu avant de couper le moteur, le temps que... l'huile continue à circuler dans le turbo. C'est exactement ça. Quand on rentre d'un roulage fort avec un moteur turbo, le turbo est très chaud. Et le problème, si on coupe tout de suite le contact, c'est que le circuit de lubrification, qui le sert de circuit de refroidissement par l'huile, va se couper. Et donc le moteur va rester très chaud. Et c'est comme ça qu'on peut péter son turbo. Et encore pire, ce serait de mettre un petit coup de gaz avant de couper le contact parce que ça fait plaisir. Bah non, avec un moteur turbo, ça va lancer votre turbo qui tourne beaucoup plus vite que le moteur. Un turbo, ça tourne à 10-20 000 tours sans problème. Et si vous coupez le contact pendant qu'il est en train de tourner à 20 000 tours, bah là, c'est turbo cassé direct. Donc, pas si facile de... Sujet des freins. Je vais pas apprendre à Erwan que si on tourne sur circuit par exemple et qu'on rentre direct dans les stands et qu'on gare sa voiture, si on a le malheur de mettre le frein à main, quand on arrête sa voiture avec les freins rouges... Oui, alors j'ai effectivement... d'ailleurs c'est rigolo parce que en parlant du caïman d'hier, là, je lui ai appris ça justement. C'était la première fois qu'il faisait de la piste. Et on s'arrête après quelques freinages. Donc déjà, évidemment, tour de refroidissement. Alors je rappelle le principe d'un tour de refroidissement. Le but, c'est pas de rouler à 5 km/h sur la piste. Et le but du tour de refroidissement, c'est de toucher les freins le moins possible. Et de les refroidir. Donc, ça veut dire, garder du rythme. Parce que plus tu roules, plus l'air arrive. Ça paraît logique. Mais être dans un entre-deux où, justement, quand tu vas arriver à des endroits où tu dois freiner parce que tu arrives, je sais pas, à 100 km/h avec le virage, je passe à 70, le but c'est pas d'avoir à écraser la pédale de frein pour les réutiliser. Donc voilà, c'est le principe d'un tour de refroidissement. Mais un tour de refroidissement, ça veut pas dire un tour arrêté. Un tour de refroidissement, c'est bien. 2 tours de refroidissement, ça peut être bien aussi, évidemment, selon la taille du circuit. Et des classiques, mais quand vous vous garez, mettez pas le frein à main. Parce que les freins sont chauds et les plaquettes risquent de se coller sur les disques. Le mieux, quand on a une voiture manuelle en tout cas, c'est de mettre une vitesse et de laisser la voiture comme ça. Et d'éteindre la voiture avec une vitesse enclenchée afin que ça repose sur la boîte de vitesse. Et d'ailleurs, je crois que garer sa voiture justement grâce à la boîte de vitesse n'abîme pas la boîte de vitesse. Voilà, ça c'est pareil, ça répond à des rumeurs. Mais autrement, oui voilà, je pense que la question
Oui, bah on va été s'arrêter là adressée. sur cette question-là, du moins. Mm, mm. Moi, j'ai une question que j'ai trouvée marrante et intéressante, Mhm. qui rejoint un peu ce que je disais avant, donc ça tombe bien. C'est Etche Booster Jet, donc un mix entre Etche Best et Booster Jet, qui dit: vous pensez quoi des modèles sport de chez Lexus, ISF, RCF, GSF, GSM? Non, c'est pas parce que l'accumulation des acronymes, j'avais envie de partir dans les trucs idiots après, mais et LC500. T'as de l'expérience un peu avec les Lexus, toi? Ah bah j'allais te dire, je vais te laisser répondre. Je n'ai non seulement aucune expérience, mais pire que ça, j'ai même aucun, comment on dit, pas préavis, mais Aucun avis, quoi. aucune préconception de ce que ça pourrait être. J'ai pas de culture Eh ben, sur Lexus. euh, alors Lexus, je sais pas pourquoi, moi j'ai toujours eu cette image de voiture de vieux. Je sais pas pourquoi. Une sorte de Mercedes moins bien. Bon, je sais pas pourquoi j'ai toujours eu cette image-là. Jusqu'au jour où j'en ai conduit. Ah. Et je me suis dit, la vache, c'est vachement bien. Alors, j'ai pas une énorme expérience de Lexus. Mais, alors bientôt arrivera sur la chaîne un essai de Lexus RCF. Donc la RC, c'est l'équivalent de la série 4 coupée. Ou série 3 coupée. Donc c'est genre, la RCF, c'est une M4, en gros. C'est une M4, moteur Atmo, 5 litres, je crois, de cylindrée, à peu près 450 chevaux, un truc comme ça, dans une berline. Vraiment, c'est la concurrente d'une M4, quoi. Voilà, mais c'est juste qu'il y a pas de moteur turbo. GSF, la GS, c'est la plus grande, c'est plutôt classe E, qui existe aussi en version sport. ISF, c'est comme la RCF, mais en 4 portes, qui était la concurrente assez connue de la C63 MG à l'époque, assez reconnaissable avec ses échappements qui étaient superposés mais légèrement exact. de travers, avec un V8 Atmo aussi. Et la LC500, c'est plus récemment, en tout cas qui a été connu un peu plus récemment, c'est un coupé 2+2 très long, avec une face avant absolument, magnifiquement dessinée, très imposante, qui a un peu des airs de Lexus LFA. D'ailleurs qu'on pourrait mettre dans les Lexus sportifs, même si la LFA est une supercar qu'on amènera facilement au rang d'hypercar, tellement c'est cool. Et ben moi j'adore, parce que en fait ce sont des voitures qui ont là encore la touche japonaise, à savoir des conceptions robustes, solides, fiables, qui sont des voitures qui sont en fait bien sous tout rapport, avec un caractère étonnant. Je me souviens de la LC500. Alors moi, celle que j'avais essayée, c'était une LC500H. Donc c'était pas la version V8, c'était la version V6 hybride. Et je me suis pris une claque par cette voiture. Je m'attendais pas. Je m'attendais à... Je sais pas à quoi je m'attendais en fait. Je m'attendais à un truc confortable. Et en fait, donc c'était vraiment la dernière version, c'était la 2024. Donc V6 hybride, 400 chevaux cumulés à peu près, boîte 10 rapports, et que ce soit le look extérieur, incroyable, t'as l'impression que tu conduis un concept car. La qualité de finition de l'intérieur qui était hallucinante. Des contreportes solides, des matériaux, des beaux matériaux, du cuir, de l'alcantara, des assemblages superbes. La bonne intelligence de l'intérieur, l'ergonomie des boutons, la facilité d'utilisation de toutes les fonctions de la voiture, l'agrément de conduite, un confort royal, un espace à bord génial. En fait, vraiment, cette voiture, je suis sorti de là, je me suis dit, la vache, comme c'est bien. Comme c'est bien fait, comme c'est beau, comme ça répond à tout ce que j'ai envie de faire. Et ça m'a vraiment, vraiment surpris. J'avais fait un post, j'avais pas fait de vidéo YouTube, mais j'avais fait un post Instagram à ce sujet. J'ai adoré cette voiture. Il paraît qu'en version V8, c'est génialissime. Je pense que c'est des voitures qui gagnent à être connues. Et je suis très intrigué d'essayer la RCF, donc la concurrence de la M4, parce que c'est un de mes bons copains qui a acheté ça, qui est quelqu'un qui a la même... comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais qui est aussi chiant en termes de choix automobile que nous. Donc c'est quelqu'un qui a tout conduit. Quand je dis tout, ça va de la McLaren F1 à ce que tu veux. C'est quelqu'un qui a conduit des hypercars, c'est quelqu'un qui a conduit des P1, qui a conduit des 177, des F1, et voilà, tout. Il a tout conduit.
Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement pointilleux sur le choix de ses voitures et sur justement ce que va t'amener une voiture en termes de feeling et de praticité, etc. Et qui s'y connaît vraiment très très bien. Et il s'est acheté une RCF. Et il m'a dit, c'est génial. Donc, je suis vraiment très très intrigué d'aller essayer ça parce que pour moi, après avoir essayé la LC500, ce sont des voitures qui sont extrêmement bien construites, fiables, performantes et qui gagnent à être connues et qui sont à mon avis des alternatives extrêmement intéressantes aux allemandes qu'on connaît. Super intéressant. Voilà. Donc toujours dans la logique de la curiosité automobile. Parfois c'est pas mal d'aller essayer des trucs parce que même moi le premier Lexus ça me disait rien jusqu'à ce que j'essaie. Donc voilà. Et je serais très curieux d'essayer une ISF aussi, la fameuse concurrente de la C63 AMG. J'avais eu plusieurs opportunités d'en essayer, ça s'est jamais fait, mais j'ai pas mal d'abonnés plusieurs qui m'avaient dit en posséder au passé ou au présent et qui m'ont tous dit que c'était trop bien. Ah ouais, super intéressant. Voilà. Tu veux qu'on en reste là ? Eh ben, sauf si t'as une dernière question, mais moi j'en ai plus. Écoute, j'ai une petite dernière qui est rapide, donc je pense qu'on peut la caser. C'est Gilles qui nous demande si chez nous un achat est déclenché par une analyse de revue technique, ou alors des essais comparatifs, ou simplement juste au coup de cœur. Ça c'est intéressant. Si je commence, chez moi ça va clairement être parce que il y a certains journalistes ou influenceurs référents que je suis et dont j'ai appris par le temps, à force d'essais successifs, que leur goût recoupe les miens. Par exemple, en Angleterre, il y a Chris Harris, il y a Richard Midden, il y a Jethro Bovingdon qui aujourd'hui anime Top Gear USA. Ouais. En France, alors je vais te faire une fleur, c'est toi Erwan. Merci. C'est à cause de toi ou grâce à toi, je sais pas, que je me penche sur tout ce qui est Honda type R. Allez. C'est à cause de toi que je pense qu'un jour il va falloir que je passe par une 308 GTB chez Ferrari. Donc ouais, écoute, c'est clairement comme ça que ça se passe chez moi. Et moi, c'est vraiment... Moi aujourd'hui en fait c'est vraiment les réseaux sociaux, c'est pareil, ça va être, j'ai effectivement une liste de journalistes ou de créateurs de... remarque, non, je vais enlever la partie créateur de contenu. Parce que si quand même, non, je suis en train de réfléchir, je garde la partie créateur de contenu, mais c'est surtout des journalistes pour moi. Tu les as cités, Chris Harris, Henry Catchpole, Jethro Bovington, Steve Sutcliffe, Dickie Midden, tous ces mecs-là, Devo Magazine et compagnie. Pour moi, ça c'est un peu les références parce que c'est des mecs qui conduisent extrêmement bien. Et je vais plutôt prendre les avis de ces gens-là. Et quand je n'ai pas, parce que ça arrive, et quand je n'ai pas d'avis ou d'essais disponibles sur internet, par exemple sur des versions un peu obscures de voitures, genre je sais pas, il y a pas longtemps je suis en train de regarder une Alpina en particulier et j'arrivais pas à trouver d'infos sur ces voitures, il y avait rien. Dans ce cas j'essaie de trouver des articles, j'essaie de trouver des équivalences peut-être dans des équivalences de motorisation. Par exemple chez Alpina, je sais que c'est des moteurs BMW qui ont été retravaillés, donc j'essaie de recouper un peu des informations pour me dire ok, ça doit se comporter comme ça. Je mets aussi la philosophie que je connais d'une marque dans mon analyse en me disant ok, une Alpina ça va peut-être être plus comme ça. J'essaie de recouper les informations dans l'ensemble. Moi c'est 99% réseaux sociaux quand même. Après c'est aussi ma génération, c'est ma manière de consommer l'automobile et en fait ça fait depuis l'existence de YouTube que je consomme l'automobile comme ça quoi. Les magazines, ça fait longtemps que j'ai pas. Il y a pas longtemps j'ai acheté un sport auto. Tiens. Parce que je me suis dit pourquoi pas. Je me suis dit je vais arrêter d'être sur mon téléphone. Je me suis acheté un sport auto et j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Mais en fait, une fois que le problème en tout cas que j'ai, c'est qu'une fois que tu as vu une vidéo bien faite sur une bagnole, que tu as entendu la voiture, que tu l'as vu bouger, que tu l'as vu rouler, quand tu lis un magazine, même si tu peux avoir des insights vraiment intéressants en termes de conduite, parce que
par définition, dans un magazine, le mec a passé beaucoup de temps à peser chaque mot qu'il va utiliser. Alors que dans une vidéo, ça peut être un peu plus naturel, donc parfois il peut te manquer des trucs. Ou alors le mec est très très bon. Mine de rien, dans un essai écrit, c'est toi et ton imagination, quoi. Un peu. Alors que tu as des informations sensorielles un peu plus importantes dans une vidéo. Ce que j'aime bien. Donc, ouais. Mais c'est parfois pas facile. Parce que déjà, même en vidéo, il y a à boire et à manger. Et tu vois, même moi, typiquement... alors, moi, je fais des vidéos que j'aimerais regarder. Donc, en fait, je fais des vidéos à ma sauce, comme j'aime regarder des vidéos de Chris Harris. Alors, sans me comparer à Chris Harris, évidemment, loin de là. Mais c'est un peu mon truc. Mais en vrai, c'est assez difficile, je trouve. C'est assez difficile. En tout cas, surtout, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui que quand, à l'époque, j'achetais ma première voiture. J'ai eu mon permis en 92. Mais ouais, on ne connaissait pas le son que faisaient les voitures, mine de rien. Il n'y avait pas YouTube. La différence, c'est que dans les années 90, les voitures faisaient du son. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, bon, effectivement, il faut une vidéo parce que tu n'arrives plus trop à l'imaginer, quoi. Mais... ouais. Merci, messieurs, mesdames, de continuer à nous suivre de semaine en semaine. N'oubliez pas de partager le podcast, que ce soit par YouTube ou en format audio, à d'autres passionnés pour faire grandir notre petite communauté de passionnés. Absolument. Merci d'avoir écouté, regardé et à la semaine prochaine. Bye bye.